Comme Monsieur Lapierre a un petit contretemps, on accorderait les 15 premières minutes de la discussion aux questions qui concernent l'initiative des îles de la Madeleine et ensuite, entre 14h05 et 14h20, on pourra s'attarder à la boîte à outils de Brome-Missisquoi. Donc, je me présente, en fait, je ne l'ai pas fait. Jessica Tivierge, je suis agente de mobilisation à la stratégie Vivre en Gaspésie. Donc, j'accueille aujourd'hui Mme Nathalie Grimard, qui est directrice du service de la gestion du territoire à la MRC Brome-Missisquoi, et M. Jonathan Lapierre, qui est le maire de la municipalité des Îles. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, en fait, d'animer ce panel-là tout particulièrement, puisque ça nous touche beaucoup, Vivre en Gaspésie, notamment l'accueil des nouveaux arrivants et les structures d'accueil, en fait, que sont le logement pour favoriser l'attraction. Et donc, comme beaucoup de régions au Québec, le principal défi et l'enjeu prioritaire de la Gaspésie, j'ai pu comprendre aussi des îles de la Madeleine, c'est l'attraction des nouveaux arrivants, notamment pour répondre aux besoins de main-d'œuvre. Puis, les deux initiatives que vous nous avez exposées ont vu le jour finalement après la mise sur pied d'une stratégie d'attraction dans vos deux MRC municipalités. Et un des principaux freins pour les régions, vous l'avez mentionné tous les deux, c'est de trouver des logements pour les nouveaux arrivants. Et donc, M. Lapierre, peut-être pour entamer la discussion, je vous poserai une première question. L'incitatif financier que vous avez mis en place donc, depuis janvier dernier, vous disiez donc allait permettre de la mise en œuvre de différents projets dans la prochaine année et l'année suivante. Je me demandais si vous pouviez nous donner tout simplement un exemple ou deux de projets qui vont voir le jour prochainement. D'abord, merci de me donner l'opportunité de vous présenter notre vision et les différentes actions qu'on a mis et qu'on va mettre de l'avant du côté de la municipalité des Îles, de la communauté maritime en fait. Je dis qu'on mettra de l'avant parce que les mesures déjà annoncées ne sont pas une fin en soi. On va annoncer d'autres mesures au cours des prochains mois et même des prochaines années, toujours pour stimuler la construction de nouveaux logements. Donc, pour répondre à votre question plus directement, dans les incitatifs financiers, ce que ça a stimulé comme projet. En fait, il y a comme deux niveaux de projets qui nous ont été présentés à ce jour et qui vont se réaliser à très, très, très court terme. D'abord, on a fait un premier exercice parce qu'on avait des bâtiments jugés excédentaires. Ceux qui suivent un peu l'actualité de la municipalité des Îles, vous aurez compris qu'on a maintenant un nouvel aréna de glace et que tout à coup, on avait des bâtiments excédentaires, donc les deux anciennes arénas. Donc, on a combiné le fait qu'on avait des équipements en surplus, donc des bâtiments, le déficit au niveau du nombre de logements disponibles sur une base annuelle, et il ne fallait pas plus pour mettre au jeu, finalement, pour ne pas faire un jeu de mots, si vous me permettez l'expression. Donc, on a mis au jeu une des deux arénas, donc par appel d'offres, et tout à coup, on a eu des promoteurs immobiliers qui nous ont présenté des projets. Parce que, évidemment, en mettant l'aréna disponible, pour le promoteur immobilier, c'est un avantage financier extrêmement important. Il y a 4 murs, il y a un espace déjà construit. Donc, je ne sais pas ce que ça peut représenter en termes d'économie de coûts, mais très certainement, là, ça devait être important. Donc, suite au processus d'appel d'offres, il y a un promoteur qui a été sélectionné et de ce projet-là va naître 11 nouveaux logements qui vont être construits, aménagés à même l'ancienne aréna de Fatima, une garderie, un espace de stockage finalement pour toutes sortes soit des campeurs, des autos, etc. Donc, pour nous, ça a été un succès et tellement intéressant comme succès, comme expérience, que très bientôt, on va mettre la deuxième aréna, donc celle-là de Havre-aux-Maisons, en appel d'offres aussi, en appel de proposition, pour répéter, on l'espère, le même genre d'expérience, mais du côté d'Havre-aux-Maisons. Vraiment, en termes d'aide directe aux promoteurs, on s'est doté d'un projet de loi et le projet de loi nous autorise un certain nombre de mesures, dont l'exemption du compte de taxes. Donc, on a décidé d'offrir cette mesure-là sur une période de 5 ans à tout promoteur qui arrivait à nous proposer un projet qui réponde aux besoins de notre milieu. Donc, on veut s'assurer que ce soit des logements disponibles à l'année, donc que les gens ne soient pas obligés de le quitter pendant la période estivale. Je trouve ça super intéressant, en fait, que ce ne soit pas seulement un incitatif pour des nouvelles constructions, mais que vous veniez réutiliser ce qui est déjà existant sur le territoire et qui ne sert plus pour sa fonction initiale pour trouver des solutions pour l'habitation pour les nouveaux arrivants. Puis je dirais même plus, si vous permettez, là, je vous ai parlé des bâtiments et de l'incitatif financier, mais dans ces mesures-là aussi,
la municipalité a réalisé un inventaire des terrains qu'elle possédait, qui sont sous notre responsabilité. Et parmi ces terrains-là, certains se trouvent excédentaires pour nous. Donc, on ne prévoit pas s'en servir pour des constructions, pour des aménagements X, Y, Z. Et on va également rendre disponible par appel de proposition ces terrains-là pour que des promoteurs nous présentent des projets. Donc, les gens n'auront pas à acheter un terrain, il va déjà être là. Souvent, c'est des terrains qui ont déjà l'aqueduc, qui ont déjà l'égout aussi de disponible. Donc, c'est vraiment intéressant là, pour des éventuels promoteurs immobiliers. Merci beaucoup. On a une question qui nous provient de Thomas Romagny. Pensez-vous qu'il est possible de développer des logements à loyer modique en PPP? Je ne suis pas certaine de savoir ce que ça signifie. C'est sûrement en partenariat public-privé, le PPP. Ah, le jargon. Oui, c'est l'acronyme. En fait, candidement, je vous répondrai aucune idée. Puis instinctivement, je dirais presque que la réponse doit être non, parce que je ne crois pas que le programme, qui est très normé là, de la SHQ, permette un partenariat avec le privé pour des loyers ou des logements à prix modique, ce qu'on appelle les HLM, donc on connaît mieux le jargon, les HLM. Mais encore là, il faudrait voir les différentes subtilités là, des différents programmes. C'est peut-être possible, plausible, mais encore là, je me demanderais, encore là, instinctivement, ce serait quoi l'intérêt du privé d'investir dans un bâtiment qui, à chaque mois ou à chaque année, n'est pas rentable? Parce que les logements, les unités de logement de façon annuelle sont subventionnés une partie par l'État. Et le déficit d'opération est absorbé par les municipalités ou les MRC, dépendamment du cas échéant. Donc, je suis comme surpris que le privé accepte délibérément de... En tout cas, si vous trouvez un privé qui accepte de le faire, j'aimerais qu'il me soit présenté parce qu'on a des besoins. On va vous transmettre ses coordonnées. J'ai une autre question ici de Lénie Lacasse. Donc, dans la vidéo, vous mentionnez que bon an, mal an, il y avait environ 100 logements qui manquaient sur une base annuelle pour la communauté des îles. Elle demande comment avez-vous fait pour évaluer ça? Comment vous avez fait ce diagnostic-là, en fait? En fait, ici, on a une super équipe là, qui œuvre au développement du milieu, ce qu'on appelle l'équipe de EDM. Donc, et puis cette équipe-là travaille avec des super partenaires qui, la plupart, sont présents ou ont participé à l'organisation de ce colloque-là. Donc, ensemble, on a réalisé des enquêtes sur le terrain, des sondages téléphoniques, des enquêtes aussi via le web pour documenter. Puis ça fait quand même un certain temps que c'est documenté. Maintenant, est-ce que c'est une enquête scientifique? Non. Ça nous donne un horizon ou un aperçu du besoin en termes de logements disponibles à l'année. On sait que le 100 logements, c'est un minimum. Donc, de plus en plus, ce chiffre-là augmente parce qu'il y a une rareté de main-d'œuvre aussi. Donc, les entreprises attirent de la main-d'œuvre sur le territoire des îles. Souvent, cette main-d'œuvre-là, elle est plus jeune, ne veut pas nécessairement s'acheter une maison immédiatement aux îles. Donc, souhaitent eux aussi avoir accès à du logement disponible à l'année. Donc, c'est pour ça qu'on est parti de ces enquêtes-là avec nos différents partenaires et l'équipe de développement du milieu ici pour arriver à une centaine de logements là, en termes de déficit annuel. C'est sûr qu'avec la pénurie de main-d'œuvre, si on peut dire, vient à ça un besoin de recruter. De là, donc, les stratégies d'attraction à l'extérieur de la région et le besoin encore plus grand de loger les nouvelles personnes qui viendraient pourvoir les postes disponibles, effectivement. Prochaine question de Simon. Est-ce que les projets déposés dans le cadre du programme incitatif doivent se plier au cadre normatif en urbanisme ou est-ce que vous avez également modifié la réglementation? En fait, je ne sais pas si, lorsqu'on fait référence au cadre normatif, si on fait référence au cadre normatif en environnement pour lutter contre l'érosion des berges ou la submersion côtière. Mais si tel est le cas de la question, la réponse à ça est évidemment oui. Tous les projets, que ce soit un logement ou tout autre projet de construction qui nous est présenté, doivent se plier aux normes du cadre normatif. Pour ce qui est des règles d'urbanisme, de façon très générale, oui, il faut se plier aussi aux règles d'urbanisme. Mais comme c'est la MRC qui déploie ou qui adopte les règles en urbanisme, la MRC et les villes, évidemment, on a un certain pouvoir et un certain contrôle aussi des aménagés, toujours en respectant évidemment le développement de nos villages, de notre communauté.
mais c'est quand même nous qui peut la modifier ou qui peut décider d'ajouter ou pas une nouvelle norme ou une nouvelle réglementation en matière d'urbanisme. Dans le cas de l'ARENA, donc je vous disais d'entrée de jeu qu'on avait mis l'ARENA par appel d'offres, on l'avait rendu disponible pour des projets. On a dû effectivement apporter certains changements pour permettre à ce bâtiment-là, qui avait une vocation sportive auparavant, d'être converti en à la fois une garderie à des unités de logement et du stockage aussi, du remisage. Donc, il a fallu ajuster la réglementation, insérer des nouvelles dispositions pour permettre ce genre de projet-là en plein cœur d'un quartier résidentiel et à côté d'une école primaire. D'accord. C'est pas une question qui vous est posée par un des participants, en fait, mais je me demandais quel coût ça pouvait représenter un projet, par exemple, comme l'Arena pour la municipalité, mais aussi pour les locataires. Vous mentionnez qu'il y aurait environ 11 logements qui seraient disponibles pour les locataires. Est-ce que c'est des logements qui seront abordables? À quoi ça peut se chiffrer, en fait, comme loyer mensuel? Je ne sais pas si vous avez déjà cette information-là disponible ou si ça sera évalué par la suite. Oui, en fait, nous, l'Arena, dans le cas du projet de l'Arena qui est converti en unité de logement, nous, ça ne représente pas une dépense ni un investissement. En fait, ce bâtiment-là était destiné à une démolition, donc c'est un coût, c'est un frais. Je vous dirais qu'on a économisé de l'argent. Là, je ne sais pas si les promoteurs nous écoutent, s'ils font partie du colloque. Je ne voudrais pas qu'ils me demandent qu'on leur redonne de l'argent par la suite. Mais bref, nous, comme municipalité, on a économisé de l'argent parce que c'est un bâtiment, comme je le disais, qu'on n'a pas détruit. Ceci étant dit, pour ce qui est du coût mensuel de chacune des unités de logement, je n'ai pas ces chiffres-là avec moi aujourd'hui et ce n'était pas non plus une obligation ou un prérequis dans le projet ou dans l'appel d'offres. Évidemment, dépendamment de la dimension du logement, si on parle d'un 3,5, d'un 4,5, est-ce que si tout est inclus ou est-ce que c'est semi-meublé, par exemple, les coûts peuvent varier. Mais chose certaine, les quelques logements qui sont disponibles sur une base annuelle aux îles à l'année, souvent, c'est des coûts mensuels qui, dépendamment encore une fois de la dimension du logement, souvent, c'est des coûts mensuels qui peuvent varier entre 500 et 900 $ par mois, là, dépendant du type, s'il y a des inclus, pas des inclus. Donc, nous, comme municipalité, on s'attend à ce que ça soit toujours dans la même gamme de prix. Ce n'est pas des unités de logement à prix modique. Évidemment, c'est un privé qui met à disposition de la communauté des logements, mais avec un intérêt lucratif et non pas un intérêt non lucratif. Donc, ce n'est pas des unités de logement à prix modique. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. C'est pour ça que je disais au départ, il y aura d'autres actions qui vont suivre au cours des prochains mois et des prochaines années. Ce n'est pas exclu que dans des prochaines appels d'offres, que ce soit pour des terrains ou d'autres bâtiments excédentaires qu'on rend disponibles à des promoteurs, ça ne soit pas exclu qu'on soit plus exigeant. C'est-à-dire qu'on demande que dans un projet qui présente, par exemple, une douzaine d'unités de logement, bien, il pourra en avoir 2 qui soient pour des familles ou des foyers à faible revenu, par exemple, que ce soit des logements primodiques. Ça, on pourrait l'obliger dans le cadre d'un appel d'offres. Mais comme je vous dis, tout ça est sur la table actuellement. On s'ajuste. Nous, on partait d'un état de situation qu'il n'y avait aucun promoteur immobilier pendant plusieurs années qui réalisait des projets. On avait des projets de construction qui se sont réalisés ici et là. C'était surtout des maisons en rangée, des duplex qui répondaient à une clientèle de boomers, de bébés boomers qui reviennent aux îles à la retraite ou à la pré-retraite. Vraiment des unités de logement disponibles pour des familles, pour des jeunes professionnels, il y en avait très peu. Alors, on a voulu susciter cet intérêt-là et c'est ce qu'on est en train de gagner. Puis ça, au fur et à mesure que le temps va passer, on va rajouter d'autres actions pour être sûr et certain qu'on ne se retrouve pas à la case départ du début, c'est-à-dire avec des déficits de logements disponibles sur une base annuelle. Très intéressant. Merci beaucoup. Jérôme nous demande, est-ce que vous avez une vague de nouveaux arrivants, en fait, qui, peut-être en raison de la COVID ou d'un autre contexte, cherchent à quitter les milieux en fait, quitter les milieux ruraux pour un mode de vie plus rural? Moi, en tout cas, de la manière que je comprends la question, c'est une vague de nouveaux arrivants qui veulent un mode de vie plus rural, qui décident d'emménager aux îles de la Madeleine. Et est-ce qu'ils cherchent certains types de terrains pour du jardinage ou et qui ont des animaux? Est-ce qu'ils ont des besoins particuliers là, qui vous ont été
mentionner, par exemple? En fait, depuis quelque temps déjà, je dirais qu'on sent une certaine vague. Elle n'est pas énorme. Je dirais que c'est une vague de petite envergure, mais elle est quand même là. Parce qu'on partait d'un calme plat là, en termes de démographie. Donc, depuis les dernières années, il y a un sol migratoire qui est somme toute positif. Et tout ça n'est pas étranger à la disponibilité de centaines d'emplois sur le territoire des îles, à un territoire qui est de plus en plus dynamique, qui a investi beaucoup dans la culture, dans les arts, dans les infrastructures. Donc ça a créé un effet d'attraction, si on veut. On a mis en place avec l'ensemble de nos partenaires socio-économiques une stratégie d'attraction des personnes. Donc, on veut attirer des nouveaux arrivants aux îles. Ça fait maintenant 2 ans qu'on est en plein cœur de ce déploiement-là de stratégie. Donc, tous ces éléments-là ont fait en sorte que, oui, on a un sol migratoire positif. Oui, on le ressent sur le terrain qu'il y a des jeunes qui veulent revenir aux îles, des jeunes familles. Les nouveaux arrivants, vous savez, ici, ça peut être des Matelinos, des Mateliniennes qui avaient quitté le territoire des îles pour des études, par exemple, ou pour aller faire une expérience de travail ailleurs au Québec et qui décident de revenir à la maison. Ou c'est des gens qui ne connaissaient pas les îles ou qui étaient venus ici en vacances, tout à coup décident de venir s'y établir parce qu'ils ont aimé l'endroit, parce qu'ils ont trouvé que ça répondait ou ça cadrait avec leur style de vie à eux. Donc oui, on a de plus en plus de demandes. Maintenant, pour ce qui est des terrains spécifiques, le jardinage, les animaux, vous savez, habiter aux îles ou habiter sur une île, c'est un peu le même principe qu'habiter en Gaspésie. Moi, je rencontre des gens qui, lorsqu'ils font référence aux îles ou au territoire gaspésien, imaginent des vastes étendues, imaginent des maisons ou des logements avec des terrains qui pourront en profiter pour faire soit du jardinage ou pour soit aller promener leurs différents animaux. Maintenant, si on fait référence, par exemple, à faire du jardinage de façon un peu plus importante avec des animaux de ferme, comme des vaches, des poules, des cochons, etc., etc., oui, on le voit, il y a un certain nombre de personnes qui viennent aux îles qui s'intéressent à ça, l'agriculture de façon générale, et il y a des endroits prédéfinis aux îles, c'est-à-dire dans le zonage, il y a des terrains et il y a des secteurs dans chacun des villages qui est rendu disponible pour ce type de projet-là. Mais en terminant pour la question, vous savez, on habite aux îles de la Madeleine, le territoire il est exigu, donc on n'a pas beaucoup d'arrière-pays, donc les usages, et on a un défi au quotidien de trouver un équilibre dans la mixité des usages. Donc, le résidentiel, le commercial, l'agriculture, le forestier, et bon, ceux qui sont familiers avec l'urbanisme et la gestion du territoire, vous en doutez sans doute que ça peut être complexe parfois. Bien, merci beaucoup, Jonathan. Je pense que ce serait ça clôt en fait la partie des questions qui concernent les initiatives des îles. Merci beaucoup pour votre participation, votre présence au colloque aujourd'hui. Donc, on va enchaîner avec Nathalie Grimard, qui va nous parler de la boîte à outils qui a été créée par la MRC Brome-Missisquoi. J'aurais peut-être une première question, en fait, pour entamer la discussion avec Nathalie aussi. Merci, bonne fin de journée. Bye-bye. Alors, je me demandais si, Nathalie, vous pouviez nous donner un exemple d'un besoin dont vous en fait part les municipalités sur votre territoire et qui était récurrent. Vous avez mentionné que la boîte à outils avait été conçue parce que votre travail d'accompagnement envers les municipalités vous a fait remarquer qu'il y avait souvent des besoins qui revenaient, des mêmes besoins. Puis j'aimerais savoir si vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce sujet-là. Peut-être qu'il y a les mêmes besoins qui sont soulevés dans nos milieux en Gaspésie aux îles également. Bien, je vais vous donner 2 exemples qui sont un peu aux extrêmes, là. Le premier, c'est des municipalités qui... Est-ce que ça va? Oui. Oui, OK, excusez. Donc, le premier exemple, c'est des municipalités qui ont de l'espace. Clairement, je dirais pas très populaire, mais où il y a beaucoup moins de pression de développement. Donc, on est plus dans des situations, comment stimuler le développement sur mon territoire, stimuler la levée de projets.
pour répondre à attirer des nouvelles populations, pour répondre principalement à des enjeux de main-d'œuvre. Et l'autre exemple, c'est des municipalités qui sont très populaires, notamment auprès des villégiateurs, où on est davantage dans des municipalités de montagne, de lacs, etc., où là, il peut rester des espaces à développer, mais où la pression de développement, elle est très importante, ce qui fait en sorte où là, on a des difficultés à offrir un produit résidentiel qui serait davantage abordable pour la moyenne du portefeuille. Donc, c'est les deux cas de figure là, les plus distinctifs, disons. Parfait, merci. En fait, ça peut très bien se transposer à nos milieux, effectivement. Il y a toujours des endroits où que les gens veulent cibler en premier lieu et qui finalement sont peut-être un petit peu plus coûteux pour se loger à ces endroits-là, alors que d'autres sont beaucoup plus accessibles mais qui veulent se développer davantage. Il y avait une question que Jérôme avait posée un petit peu plus tôt et qu'il souhaitait donc poser non seulement à Jonathan, mais aussi à vous, Nathalie. Donc, est-ce que vous avez, vous aussi, dans Brome-Missisquoi, une vague de nouveaux arrivants qui ont des besoins particuliers en termes d'habitation? En ce moment, plus particulièrement, là, c'est sûr qu'au niveau de la COVID, ça a amené des Montréalais parce qu'en fait, nous, on est à peu près à 45 minutes, 1 heure là, de Montréal, donc on est assez près. Alors les gens, on a senti là qu'on souhaitait davantage quitter la ville pour venir dans notre secteur, donc sans être une région trop éloignée, ce qui fait en sorte dernièrement, là, donc 2020 a été une année très bonne pour la vente de propriétés, particulièrement là, dans le secteur centre-est de la MRC. Et définitivement, là, on faisait face à des phénomènes de surenchère, même là, au niveau du prix de vente affiché. Moi, je pense que la COVID a vraiment... les gens, en fait, ils réfléchissaient déjà à un projet de migration, se sont peut-être plus précipités dans le contexte, puis les surenchères sont arrivées à bien des endroits, effectivement. Je me demandais également quelles ressources humaines, parce que bon, la MRC accompagne les municipalités dans le développement, dans l'attraction et tout ça. Quelles ressources humaines vous semblent nécessaires pour mettre en place au niveau de la MRC, au niveau des municipalités, une stratégie d'habitation comme celle que vous présentez là, en 6 étapes dans la boîte à outils? Quelles sont les ressources qui permettraient vraiment de bien accompagner les municipalités dans leur stratégie d'habitation? Bien, je pense que ça dépend de l'ampleur de la démarche qui est souhaitée, mais comme on a des plus petites municipalités, c'est sûr que de pas avoir de personnes en place au niveau de l'urbanisme, à titre d'exemple, ça peut être un peu plus difficile. Puis à mon avis, c'est là où la MRC peut jouer un rôle, là, bien qu'on peut pas faire l'ensemble de la démarche à la place de la municipalité, là, évidemment. Là. Donc, à ce moment-là, à mon avis, il faut prévoir une ressource externe qui pourra aider la municipalité à cheminer un peu plus, soit vers un projet, un objectif très précis, ou carrément dans une réflexion en vue de mettre en place un projet. Là. C'est sûr que, bon, c'est à échelle variable d'une municipalité à l'autre. Comme vous mentionnez, il y a des municipalités où est-ce qu'il y a 10 000 habitants, alors que d'autres en ont quelques centaines, puis nécessairement, les ressources ne sont pas les mêmes d'une municipalité à l'autre. Notre objectif à nous, c'est quand même que, disons, dans la première rencontre qui est davantage exploratoire, de vraiment essayer d'orienter ou de cibler les besoins réels. Puis ce qu'on veut surtout pas, c'est que la municipalité trouve ça tellement compliqué qu'elle sache pas par où prendre ou par où commencer là sa démarche. Donc, juste d'avoir une première rencontre, je pense, dire on a cette idée-là ou nous aimerions cheminer vers telle direction. Et là, ça nous permet, nous, de mieux encadrer, mieux accompagner la municipalité, puis la guider à travers tout ça. Là. Fait que l'idée, c'est qu'on veut pas que le poids de la terre entière tombe sur elle, mais bien que ça soit un cheminement partagé. Là.
puis que, comme vous le mentionnez dans la vidéo, la municipalité entame le processus à l'endroit, dans la liste des étapes, à l'endroit où c'est pertinent pour elle, finalement, puisque peut-être qu'elle a déjà fait l'analyse de ses terrains disponibles, peut-être qu'elle est rendue un petit peu plus loin dans le processus, alors que d'autres doivent vraiment commencer à la première étape. Exactement. J'ai une question qui vient de Lénie. Donc, quels ont été vos partenaires dans l'élaboration de la boîte à outils? En fait, au tout début, il y a eu des sondages auprès des jeunes, donc peut-être en tout là, 250 jeunes qui ont pu répondre au sondage en ligne qui permettait de mieux préciser les besoins pour les jeunes, parce qu'il faut savoir, nous, dans notre stratégie d'attraction de population, on vise les 18-40 ans principalement, là, donc on voulait savoir quels sont leurs besoins, puis mieux les connaître afin d'accompagner les municipalités en disant, ben peut-être là, les développements de maisons toutes pareilles, sans goût ni saveur, c'est peut-être pas la meilleure stratégie pour attirer ce profil de population-là. Donc ça, c'est une chose, donc consulter le milieu, les jeunes. Ensuite de ça, on a fait quelques rencontres d'échange de travail avec les gens d'urbanisme de nos municipalités et principalement, on s'est adjoint là l'expertise de Jean-François Vachon, qui est un ancien directeur de l'urbanisme de la ville de Bromont sur notre territoire, qui est aujourd'hui consultant là à son compte. Donc, de par son expérience terrain, de par notre expérience terrain, on a brassé ça et ça a donné la boîte à outils qui est fort intéressante. Puis je me demandais, parce que dans la vidéo, vous avez vraiment présenté la première partie de la boîte à outils. Je me demandais si vous pouviez peut-être nous donner des exemples d'habitations innovantes ou de ce que vous considérez comme des bonnes pratiques qui vous paraît possible de transposer dans nos milieux et dont vous discutez finalement dans la deuxième partie de la boîte à outils. Oui, bien c'est sûr que la deuxième partie, elle se veut pérenne dans le temps, dans le sens où, au fur et à mesure, on souhaite l'alimenter puis la bonifier en fonction de ce qu'on peut voir comme exemple ou projet intéressant. Puis l'idée, c'est pas de prendre un concept et en faire du copier-coller. Ce qu'on souhaitait davantage mettre en lumière, c'est voici des grands concepts qui existent. Puis, qu'est-ce qui pourrait même se mélanger, puis faire en sorte qu'on arrive là à quelque chose de très personnel, mais qui est très identitaire pour un milieu de vie, là, dans le sens où on a 21 municipalités, puis notre objectif, c'est qu'elles soient distinctives les unes des autres, là. Donc, on sente qu'on est dans des milieux distincts. Donc, à titre d'exemple, les concepts qu'on mettait de l'avant, il y avait notamment les écoquartiers. Ensuite de ça, c'était toute la notion aussi de village et quartiers nourriciers, donc les jardins collectifs ou encore, tout à l'heure, on parlait d'agriculture urbaine ou bon, donc comment mettre un peu plus l'autosuffisance de l'avant, puis permettre soit dans des endroits collectifs ou dans des endroits personnels que l'agriculture puisse se réaliser. Puis en même temps, ça contribue là, à l'autonomie alimentaire pour certains résidents également. Ensuite de ça, au niveau de la densification, ce qu'on voulait mettre de l'avant, comme plusieurs de nos noyaux villageois, là, on s'entend des multi-logements là, à 50 logements. C'est pas nécessairement approprié. Alors, on souhaitait mettre de l'avant les possibilités au niveau des unités d'habitation accessoires. Donc, comment on peut soit avoir un logement attenant. Souvent, on a vu que c'était pour de l'intergénération, mais à notre avis, c'est pour quiconque là, qui pourrait avoir envie d'y habiter. Donc, ça peut permettre l'accès à une propriété pour le propriétaire parce qu'il va avoir un logement d'appoint en rémunération et au même titre, ça peut offrir une offre en logement locatif qui est différente puis qui peut être intéressante comme milieu de vie. Dans le sens où c'est pas tout le monde qui peut être intéressé d'aller habiter dans des quartiers où on retrouve seulement des multi-logements. Donc, soit des annexes d'habitation comme ça qui sont attachés au bâtiment principal ou encore qui seraient carrément détachés de style mini-maison, si on veut, là, dans l'arrière-cour. Ça, c'est d'autres exemples. Oui. Est-ce qu'un garage, par exemple, pourrait être transformé en unité d'habitation accessoire? Je ne sais pas si je le dis dans le bon ordre.
Oui, un garage, donc ou tout autre annexe là. Dans les secteurs de villégiature, on a même des maisons d'invités. Alors, dans certains cas, elles pourraient ne plus servir qu'aux invités, mais même à des habitants permanents. Donc, bon, ça. Sinon, c'était aussi le concept de Pocket Neighborhood. Donc, ça, c'est vraiment dans l'objectif d'avoir, oui, des maisons de plus petite taille, mais c'est aussi d'orienter les projets en fonction qu'on n'ait pas juste des maisons arrangées, mais davantage faites en petits sous-quartiers, ça le dit, là, en petites pochettes où il y a des espaces communs et où finalement on a comme un mini milieu de vie à l'intérieur d'un projet résidentiel. Donc, ça permet d'avoir peut-être des plus petites unités d'habitation, mais avec des espaces partagés extérieurs, ben on n'a pas les mêmes besoins de propriété comme on a accès à d'autres espaces communs. Je trouve ça vraiment très intéressant. J'ai d'autres questions qui nous viennent. Il nous reste environ 5 minutes avant la fin du panel. Qu'est-ce que vous proposez en fait comme piste pour consulter les collectivités afin de les impliquer dans la vision du milieu de vie souhaité? Donc, dans la stratégie d'habitation, comment impliquer les collectivités qui sont concernées finalement par les stratégies qui seront mises en place? Ben moi, c'est sûr, personnellement, c'est pas mon expertise, dans le sens où dans le guide, on met en lien un paquet d'outils ou de guides qui existent. Mais définitivement, de plus en plus, les sondages, les gens répondent bien, à mon avis. Donc, ça donne un volet, un pouls. En temps de COVID, c'est plus difficile hein, de faire des consultations citoyennes, d'échanges exacts, mais en même temps, les événements virtuels, ça permet de se dire ben pourquoi pas faire des petites capsules ou des séances d'information virtuelles et permettre des échanges en direct avec les gens. Parce qu'on se le cachera pas, là, ça reste quand même une petite portion de la population qui va se déplacer sur des lieux. Fait que c'est quand même exigeant, là. Alors, il faut, à mon avis, avoir différentes alternatives de consultation. Donc, c'est vraiment la somme de différentes actions pour rejoindre à peu près toutes nos sphères de population, dans le sens où il y en a qui ont pas accès à Internet, d'autres vont pas utiliser les journaux locaux pour s'informer. Alors, il faut vraiment être multiplateforme à l'heure actuelle là, pour être en mesure d'avoir le portrait le plus global en fonction des différentes pratiques ou comportements de nos populations sur les réseaux sociaux ou encore la télé communautaire, ce genre de choses-là. Super. Oui, puis tout dépendant, excuse-moi, je voulais dire aussi, tout dépendant de la structure des municipalités, il ne faut pas négliger les regroupements d'acteurs aussi, dans le sens où ça ne veut pas dire qu'on va rejoindre tous, mais si on a un regroupement environnemental ou encore, nous on a ça, là, des gens qui s'intéressent davantage aussi aux problématiques de l'habitation, donc de vraiment aussi peut-être focusser sur des représentants des différents organismes, comme ça peut aussi y aller sous la forme plus de porte-parole que de chaque individu avec son opinion propre. Merci beaucoup. Peut-être en terminant, je me demandais comment vous envisagez en fait le rôle de chacun pour mettre en place une stratégie d'habitation. Là, je pense vraiment à tout le monde, là, les citoyens, les municipalités, les élus, les différents organismes, organisations qui œuvrent en habitation, tout ça. Comment chacun peut être inclus dans le mouvement pour avoir des stratégies d'habitation qui correspondent aux visions des milieux? Bien, c'est sûr que si on a une mobilisation citoyenne, ça c'est intéressant, mais il faut s'assurer aussi qu'il y a une ouverture politique à entendre ce que la mobilisation citoyenne a, là. Donc, un sans l'autre, je ne sais pas à quel point on peut réaliser de grandes choses, là. Donc, tout le monde a un rôle à jouer, à mon avis, là, ça c'est certain. Mais il faut voir la mouvance de la communauté par rapport à ça. En fait, ce qui est important, à mon avis, c'est que tout projet ne repose pas que sur l'appareil municipal,
que ça devienne vraiment un projet de communauté ou de collectivité. Alors, il faut vraiment voir à s'organiser puis à se structurer entre les différents acteurs pour être à mesure de mener à bien un projet. Parce qu'il faut quand même se structurer si on veut arriver à quelque chose. Là. Donc, trop de chefs, pas assez d'Indiens, je suis pas certaine que ça soit très concret à la fin. Là.